Est-il possible de créer un espace sacré, un lieu de pouvoir? Non, on n'a pas besoin de bâtir des pyramides, des cathédrales, des cercles de pierre ou des roues de médecine. On peut appliquer certains principes de la géobiologie dans votre maison, dans votre chambre, dans votre studio de yoga, peut-être à l'école ou au travail, dans les parcs, dans la ville et peut-être dans des projets plus grandioses. Mais pour l'instant, comment appliquer ces principes énergétiques qui vous permettent de transformer un lieu de basse fréquence à un lieu de haute vibration? Et voilà, vous êtes à cette petite conférence sur l'art de créer un espace sacré. Ensemble, on va prendre le temps d'explorer 7 clés pour bien comprendre comment appliquer la géobiologie dans un lieu, pour créer une ambiance particulière favorable à l'introversion et à l'expansion de conscience. Mais où sont ces espaces aujourd'hui qui sont destinés à la sagesse et à l'amour, à l'intelligence et à la créativité? Il n'y en a plus. Les églises sont mortes, les temples sont vides et les sites en nature sont piétinés par les touristes. Alors, comment créer chez vous un espace de haute qualité? Évidemment, la première clé à considérer, c'est que on ne travaillera pas uniquement dans la matière, on va travailler dans l'éther, dans la force vitale, dans le chi, le prana, qui est omniprésent et qui constitue la qualité vibratoire, l'énergie vitale de l'ambiance et des objets. Alors, on veut ouvrir notre sensibilité énergétique, nos chakras, notre troisième œil, nos mains éthériques, notre clairaudience, clairvision, clairsenti. Grosso modo, on veut ouvrir notre sensibilité chamanique. Et tout le monde a ça. C'est juste que ce n'est pas toujours confortable avoir ces canaux subtils complètement déployés. Alors la méditation et l'hygiène du corps énergétique est de mise. Bref, on veut ouvrir le canal, ouvrir ses méridiens, ses chakras et prendre soin de notre corps subtil. Oui, toutes les traditions spirituelles parlent de cette dimension éthérique du corps. Et c'est par ce corps subtil qu'on peut détecter, comprendre et travailler avec les énergies subtiles. Parce que la deuxième chose à considérer, c'est qu'il y a autour de vous une flore, un paysage éthérique, subtil. Il y a plein de phénomènes, de cheminées, de vortex, de lignes d'énergie, d'agglomération ou d'ouverture énergétique dans le paysage. Exactement comme on a un paysage physique, des arbres, des prés, des ruisseaux, des montagnes, on a aussi un paysage éthérique. Et il y a, dans l'invisible, plein de phénomènes qui grouillent et qui vivent. Évidemment, on ne les perçoit pas avec nos yeux, mais on les ressent. Et les sites sacrés sont souvent bâtis, sont toujours bâtis sur des croisements positifs, des phénomènes hauts en vibration. Puis les anciens savaient capitaliser, voire augmenter ces forces de la nature invisible. Toutes les cultures ont joué à ça. C'est comme si avant un certain temps, avant peut-être le Moyen Âge même, certains prêtres, chamans, sages, mystiques avaient cette capacité-là de voir et de travailler avec ça. Où est parti? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on ne considère plus ces phénomènes pour bâtir? Avant, les cathédrales étaient bâties clairement en cohérence avec les réseaux telluriques, avec les énergies ambiantes du lieu, avec les vortex, avec les cheminées. Et aujourd'hui,
c'est disparu. Pourquoi? C'est étrange à quel point la Terre, de son corps subtil, le corps subtil de la nature, pulse une puissance démesurée, extrêmement élevante et libératrice. Et les anciens temples étaient toujours bâtis sur des lieux de pouvoir. Où sont ces lieux de pouvoir aujourd'hui? Ça, c'est la question qui m'intéresse. Mais évidemment, il y en a partout, on pourrait dire, des lieux de pouvoir. Et la question, c'est de comment ouvrir un lieu de pouvoir chez vous. Troisième chose à considérer, c'est qu'il y a parmi la flore subtile, le paysage éthérique, une faune subtile. Il y a des êtres. Les plans subtils sont habités. Évidemment, c'est une zone qui est délicate parce que plusieurs personnes plus scientifiques diraient « on ne voit pas, on ne détecte pas, donc ça n'existe pas ». Mais en tant que bon scientifique, il faut douter du possible. Pourquoi? Toutes les traditions spirituelles nous ont parlé d'anges, de dévas, de chérubins, d'élémentaux, de démons, d'entités de différentes dimensions et de différentes qualités, anges, archanges, etc. Toutes les chamans et mystiques de toutes les traditions ont parlé de ces présences. Même que c'est pas rare d'entendre parler de maisons hantées ou de présences malveillantes, ou au contraire, de présences bienveillantes, nos guides spirituels, les archanges et tout ce décorum. Il faut vraiment faire attention ici de ne pas s'enfarger dans la tradition et de comprendre que ces êtres, ces entités, ces présences sont des densités ou des intelligences ou des mouvements dans l'énergie ambiante et qu'ils portent des qualités, de l'information, des vibrations. Le plan éthérique est habité. Le plan astral ou la dimension émotionnelle est habité. Le plan mental aussi est habité. Et on peut voir comme ça que toutes les strates spirituelles sont aussi habitées de différentes forces avec lesquelles on peut dialoguer. Évidemment, on va utiliser l'intuition, on va utiliser la canalisation, on va utiliser la méditation, on va utiliser une certaine ouverture, peut-être une forme de métaphore, de poésie, d'image interne pour communiquer avec ça. Certaines personnes vont entendre directement ou voir concrètement ces forces. Personnellement, je ressens les densités et les textures et je reçois beaucoup d'images et d'inspiration. Je considère que c'est un dialogue, une guidance, une information à écouter, mais aussi à questionner. Parce que j'ai ma propre autorité aussi et j'ai ma propre inspiration. Mais c'est toujours intéressant de dialoguer avec l'esprit du lieu, avec les forces élémentaires, les dévas, la forêt, pour voir, pour avoir une inspiration supplémentaire et voir plus clair, au-delà de la matière. Explorer, c'est le côté chamanique de la géobiologie. Quatrième élément à considérer dans la construction d'espaces sacrés, c'est le dialogue avec l'ombre. Le dialogue avec la mémoire du lieu qui est souvent lourde, qui est teintée, qui est cristallisée et qui limite la nouveauté. L'ombre, c'est toutes les émotions, tout le drame humain, toute la confusion qu'il peut avoir sur un lieu. Mais dans la mémoire, il y a aussi d'extrêmement belles expériences, émotions. Les lieux sont toujours teintés. Surtout en Europe, surtout partout dans le monde. À certaines places, dans la forêt, c'est beaucoup plus léger. Mais une maison,
a vécu beaucoup de choses. Même une maison neuve où ce que la qualité est complètement artificielle et sans vie. Il y a une mémoire. Donc, on doit dialoguer avec l'ambiance mémorielle du lieu, avec l'ombre, les densités, pour pouvoir nettoyer. Une maison doit être purifiée pour pouvoir recevoir des nouveaux habitants. C'est-à-dire que si vous déménagez quelque part, vous voulez faire un ménage énergétique pour remettre le lieu à zéro, pour pouvoir vous habiter avec votre qualité, votre énergie, votre conscience. On ne veut pas habiter dans les déchets énergétiques des anciens habitants. Et d'ailleurs, les agents d'immeubles savent très bien qu'un lieu peut avoir été souillé par un drame humain. Et c'est un vice caché. Et pourtant, on peut les nettoyer. On peut nettoyer un drame de tout type. Aussi sombre est-il, on peut chasser la mémoire, la remettre à zéro. Et ça, c'est un grand service à faire. On peut faire passer les énergies lourdes et retrouver un lieu beaucoup plus neutre sur lequel on va pouvoir bâtir. Purifier les lieux. Remettre à zéro si vous voulez habiter de vous-même le lieu et ne pas habiter avec toute la mémoire qui est déjà là. Cinquième chose à considérer, la géométrie sacrée. Alors ici, on ne parle pas de lignes et d'abstraction géométrique et mathématique. On parle vraiment de vibration et de cohérence géométrique. Évidemment, une forme, si on dessine une forme, elle va engendrer une émanation. On pourrait dire qu'une forme engendre un son. On pourrait dire qu'une géométrie est une mélodie ou une résonance, une couleur, une qualité, une information. Quand on rentre dans le monde de la compréhension énergétique, vibratoire, on voit que géométrie, son, couleur, information, qualité, intelligence, c'est toute la même chose. Et c'est malléable. Et plutôt, on peut utiliser la géométrie pour structurer un lieu au niveau de sa qualité et de son information. Évidemment, il faut étudier un peu, il faut comprendre un peu tout le codage mathématique, mais c'est un langage fascinant. Mais quelque chose qu'on devrait tous savoir, c'est qu'il existe des ratios, le nombre d'or, la spirale de Fibonacci, qui est le pattern de la nature. Un des patterns de la nature sur lequel la vie se structure. Alors, si vous structurez un lieu, si vous créez une architecture qui respecte les patterns de la nature, vous allez avoir un lieu qui vibre et qui résonne avec les forces de la nature. Vous ne serez pas dans le chaos, dans l'éparpillement énergétique. Vous allez être dans l'ordre, le cosmos. Et oui, on peut habiter le cosmos dans sa chambre. Sixième élément à considérer, les cristaux et les objets de pouvoir. Évidemment, une pierre semi-précieuse est un agencement moléculaire géométrique particulier. Donc, on parle vraiment de géométrie, d'information, de vibration. Et on sait en lithothérapie que l'utilisation des pierres semi-précieuses pour engendrer des différentes qualités ou différents états même, les pierres portent des informations ou des impulsions. Il faut imaginer une pierre comme un son, comme une résonance, comme une couleur qui pulse une qualité. Et les cristaux sont vivants. C'est quand même le règne minéral, un des premiers règnes de la vie. Le premier règne de la vie. Et ces cristaux-là portent une vie, une information. Alors, quand on commence à jouer avec les cristaux dans un pattern de géométrie sacrée, en considérant
les devas ou les forces élémentaires de ces différents cristaux-là et qu'on commence à les utiliser pour restructurer un lieu, pour purifier, on commence à avoir de quoi d'intéressant. On commence à sculpter l'énergie éthérique d'un lieu. Les cristaux. Mais quelque chose d'autre aussi pourrait être intéressant à nommer ici, c'est les encens. Pas les petits encens, les bâtons à boucan. On parle vraiment des résines d'arbres, comme la résine de pin ou de sapin, hein, ou de copal ou de myrrhe, de benjoin, de Liban. Ces différents encens-là sont clairement la sève et l'essence d'un arbre. On pourrait dire que c'est en contact avec le Deva, la dimension spirituelle de l'arbre, et ça porte une information, et ça porte énormément de force. Et quand on communique ou quand on utilise de façon rituelle ces encens, on peut avoir beaucoup de puissance pour faire du ménage. Hein, utilisé pour engendrer une ambiance vraiment unique et repousser ce qui n'est pas nécessaire. Différentes façons d'utiliser les encens, évidemment. Il y a plein d'autres objets qu'on pourrait utiliser et c'est là qu'on veut faire attention. On pourrait utiliser des objets qui sont en résonance avec différentes traditions. Il y a beaucoup d'objets hindouistes ou amérindiens ou chrétiens. Libre à vous, évidemment. Mais quand on crée un lieu de pouvoir, on le crée pour se connecter à soi-même. Est-ce que les traditions vont vraiment nous aider à connecter profondément à notre essence ou la tradition veut d'une certaine façon qu'on connecte à l'égrégore, à l'entité de la tradition? Alors aujourd'hui, on se retrouve à créer des temples beaucoup plus neutres, beaucoup plus ouverts, où ce que chaque personne, qu'elle soit juive, musulmane, amérindienne, chrétienne, athée, quoi que ce soit, puisse connecter à elle-même, sans être poussée dans une tradition quelconque. Mais si vous aimez votre tradition, utilisez-la, elle vous portera. Et finalement, septième clé pour créer un temple, le rituel d'activation. Un rituel d'activation, c'est une petite mise en scène théâtrale énergétique dans lequel on va œuvrer à créer une symbolique, une forme de dialogue avec notre inconscient, une métaphore, on pourrait dire, une poésie qui va engager nos forces inconscientes au service de l'activation d'un lieu. On est clairement fait comme un iceberg. On a juste une petite pointe de conscience et on a une immense masse d'inconscience. Et dans cette inconscience-là, il y a énormément de pouvoir, d'amplitude énergétique. Alors, quand on crée un temple, quand on crée un rite, un office, quand on office un lieu, quand on va faire un rituel d'ouverture d'un lieu, on veut utiliser le symbolisme pour engager notre pouvoir inconscient. Et c'est là qu'on va se retrouver avec des rituels qui, pour un non-initié, un moldu ou quelqu'un qui ne comprend pas qu'est-ce qui se passe pour de vrai, on va voir la surface. Mais pour de vrai, tout ce qui se passe, tout l'art du rituel initiatique, c'est d'engager un grand mouvement de profondeur pour que tous les aspects de notre être soient engagés dans l'ouverture de ce portail. À vrai dire, un temple, un espace sacré, c'est en quelque sorte un portail ou une porte multidimensionnelle. Ah, ça a l'air flyé, mais c'est juste une place où que toutes nos dimensions personnelles peuvent converger. Converger à notre cœur, converger comme dans notre axe. Où ce que dans le fond, c'est un lieu privilégié où ce qu'on peut se recentrer
et se retrouver, hein, puis donner du sens à toute notre complexité, d'intégrer notre ombre comme notre lumière, comme les couleurs, comme nos désirs, comme toutes nos impulsions redeviennent unifiées. Ça, c'est l'importance d'un temple. Un site sacré va nous inviter à nous retrouver, à retrouver notre propre pouvoir. Donc, c'est un outil. Le lieu de pouvoir est un outil pour reconnecter. Et ce que personnellement j'ai expérimenté, c'est qu'à chaque fois que je bâtis des lieux de pouvoir, que ce soit des jardins, des planchers magiques, des constructions ou dans le fond des constructions éphémères avec des rituels, c'est le jeu d'aller dans cette direction-là engendre une immense ouverture. Tout à coup, on s'aperçoit qu'on fait partie d'un grand continuum de tous ces sages, chamans, druides, mystiques qui ont travaillé avec le lieu, qui ont travaillé avec les énergies de la forêt, de l'ambiance ou même de la ville, qui ont travaillé avec le paysage et les différentes dimensions de l'être pour engendrer des momentum de reconnexion à soi-même. Et qu'est-ce qui se passe quand on reconnecte à soi-même puis qu'on prend conscience un petit peu plus, on s'élève au-dessus de notre normalité, on prend conscience de l'amplitude de la vie, de la beauté de la nature, de la richesse de la conscience humaine, de l'humanité qui habite tout le monde. Tout à coup, on veut prendre soin. Tout à coup, notre cœur s'ouvre, puis on touche un petit peu plus à l'incarnation de la conscience dans le monde. Et là, on veut transformer la planète en tant que sanctuaire. On voudrait vivre dans un paradis. On a le rêve du paradis en soi. Quand on est en niveau de conscience plus élevé, on veut créer du paradis. Pourtant, quand on glisse dans notre ombre, on est autodestructeur. Et quelqu'un qui est autodestructeur pour lui-même va avoir tendance à détruire tout ce qu'il y a autour de lui. Mais prenons une personne en état de compostage intérieur et d'autodestruction et amenons-le dans un temple, où la structure géométrique, l'alliance avec les forces subtiles, l'architecturation comme vibratoire va forcer l'individu à retrouver son centre, à retrouver sa santé émotionnelle, mentale et spirituelle, à voir au-delà de sa bêtise et de s'engager dans le mouvement du bien-être collectif. J'ai l'impression qu'on a besoin de temples. Des temples qui n'appartiennent pas à des traditions, des temples qui appartiennent à la conscience et à la nature. Et c'est ça pour moi, les gardiens de la Terre. Cette impulsion-là, quand on s'installe dans le grand fleuve de tous ces hommes et ces femmes qui ont travaillé à rendre la Terre un peu plus saine, un peu plus élevée, un peu plus paradisiaque, eh bien, quand on s'inscrit là-dedans, on se retrouve à chevaucher une force de la nature extrêmement inspirante et qui nous propulse. Évidemment, on ne va pas transformer la planète, pouf, en paradis, mais certainement, on peut créer des petits sanctuaires. Peut-être dans votre chambre, peut-être à votre bureau, peut-être sur votre terrain. Et peut-être en communauté, on va être capable de bâtir à nouveau des temples qui harmonisent, qui pulsent et qui se connectent entre eux pour soulever le monde, pour guérir la bêtise humaine, pour incarner l'amour. Voilà. On est des gardiens de la Terre, n'est-ce pas?